Merci. Donc, Philippe Tellier, je suis responsable de formation à Résolia, qui est un organisme de formation qui dépend du réseau des chambres d'agriculture. Notre siège est ici, d'ailleurs. Euh, on peut dire que Résolia, c'est plus qu'un centre de formation. On peut l'appeler université interne du réseau des chambres parce qu'on accompagne aussi chaque chambre d'agriculture qui est présente dans les départements à construire leur plan de formation. Et donc, ça va vraiment au-delà du seul transfert de connaissances. On est un appui à la montée en compétences de quelques 8000 collaborateurs du réseau. Je précise que ces 8000 collaborateurs, c'est des conseillers qui vont tous les jours dans les fermes agricoles et qui recouvrent différents métiers, qui vont, par exemple, du conseiller technique en agronomie ou en élevage jusqu'au juriste, en passant par la personne qui aide à faire les déclarations en centre de formalité des entreprises, au conseil d'entreprise, etc. Conseiller bâtiment, etc. Donc il y a une pluridisciplinarité dans chaque chambre. On délivre 10 500 jours stagiaires par an. Je précise que, contrairement à ce qu'on a entendu jusqu'ici avec les MOOC, là, on est dans un système marchand. Quand bien même nous sommes centre de formation du réseau Chambre, on vend nos formations et les chambres nous achètent les formations et on est en concurrence avec d'autres centres. Donc ça, c'est un premier point. Ce qui veut dire aussi, deuxième modification par rapport au MOOC, c'est qu'on est complètement avec un public qui est en milieu professionnel, hein, donc pas avec des étudiants. Et d'autre part, on a une certaine obligation de résultat, puisque en fin de formation, on a des évaluations automatiques, obligatoires, et derrière, on vise deux objectifs, bien sûr un transfert de connaissances, mais surtout un transfert des acquisitions en situation professionnelle. C'est-à-dire que si l'agent n'est pas opérationnel derrière, sur le terrain, eh ben, on le voit tout de suite. D'accord ? Donc voilà, donc, on est 23 collaborateurs dans ce centre, 10 à 11 consultants formateurs, et on fait appel à un réseau de 300 intervenants, dont la moitié fait partie du réseau des chambres, et l'autre moitié est complètement extérieure au réseau des chambres. Alors, le développement de la formation à distance, elle est née en 2004. Depuis 2004, on fait des formations à distance à l'intérieur de Résolia. Alors, quand je dis formation à distance, ce serait plutôt du blended, donc alternance présentielle à distance. Alors, c'est majeur pour Résolia, on va le développer peut-être après. Juste pour dire que comment c'est né en 2004, c'est né d'un témoignage d'un conseiller de la Chambre des Alpes de Haute-Provence qui disait déjà que pour lui, la formation à distance au niveau des exploitants agricoles qui sont dispersés en montagne, c'était une opportunité majeure pour éviter les déplacements et leur permettre d'avoir des acquisitions plus facilement. Donc c'est comme ça qu'on a démarré. On était convaincus aussi que ça allait prendre de l'ampleur dans le réseau des chambres. Alors, voilà. AgreenCamp est un levier pour nous parce qu'on va pouvoir tester des choses, parce qu'on n'a pas énormément de moyens, loin de là, pour justement avoir les meilleures vidéos, faire des scénarios, etc. On n'a pas, loin de là, beaucoup d'heures à consacrer pour créer une heure de formation à distance. Donc on se débrouille avec les moyens du bord. Et par contre, s'il faut tester des choses intéressantes et innovantes, on est preneur. Et on est preneur pour tous les thèmes. Parmi les 5 modules, on en retient 4. Le seul qu'on exclut, parce que ce n'est pas notre cœur de métier, c'est sur l'agroalimentaire. Alors, la formation à distance, on est modeste dans notre expérience. Alors, la seule expérience de masse à travers 1000 conseillers qui ont été formés, c'est à travers l'obligation de passer au certifito, hein, le certificat pour, en tout cas, les conseillers qui devaient conseiller les agriculteurs à l'épandage des phytos. Bon, ben voilà. Donc, ça s'est fait à travers une action où il y avait 4 jours, dont 2 jours à distance. Et donc, ça, c'est une action de masse. Par exemple, en 2013, on a fait 904 journées stagiaires en formation à distance. Il y avait ce certificat, mais il y a aussi 34 formations à distance de thèmes différents, très différents, où on a utilisé des plateformes, essentiellement 2 plateformes différentes. Alors la plateforme Formagri de Eduter et la plateforme Cifadis.
qui est utilisé aussi, je crois, par le Crédit Agricole. Entre parenthèses, on forme bien sûr les collaborateurs chambres préférentiellement, mais on a pu former à la périphérie des publics comme par exemple de la MSA ou de Pacifica, la filiale Crédit Agricole, donc pour certains thèmes donnés. Alors, ce qu'on retient, c'est que les modules de formation à distance sont bien adaptés à l'acquisition de connaissances, mais à une condition quand même, c'est que l'ergonomie soit adaptée. C'est un peu ce qui a été dit à travers la qualité des vidéos. Il y a certaines conditions à respecter, parce que sinon, le danger pour nous, c'est que l'apprenant décroche. La question de l'animation et du suivi de l'apprenant est cruciale. Donc il y a en effet une animation différente que lorsqu'on est en salle, parce que c'était souvent dit, l'apprenant est seul derrière son écran. Donc il faut le relancer, il faut quelque part voir s'il est en retard par rapport au groupe. Et de temps en temps, il faut l'appeler peut-être au téléphone ou lui envoyer un mail, etc. Il y a besoin d'une ingénierie ad hoc. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est une chose qu'on a un peu découvert, en ce sens que, vous l'avez vu, on fait appel à beaucoup d'intervenants. Eh bien, il faut prendre à part les intervenants pour les amener à repenser leurs diaporamas, à repenser leurs outils de transmission des savoirs, parce que ça n'a plus rien à voir à ce qu'ils faisaient en salle. Donc là, il y a un vrai travail, et qui n'est pas simple d'ailleurs à faire comprendre à certains intervenants. Il y a une souplesse renforcée en termes d'ouverture de session. Eh bien oui, par exemple, j'ai en tête un cycle conseil entreprise où on démarre par un bilan de positionnement à distance. Si aujourd'hui un apprenant veut ouvrir ce cycle, eh bien dès demain, je peux le mettre en formation à distance. Je n'ai pas besoin d'attendre de réunir 8-10 personnes en salle pour ouvrir cette formation. Mais cette souplesse ne supprime pas le temps de suivi des apprenants. Hein, ça le transforme. Encore une fois, c'est dans le temps une construction différente. La formation à distance est facilement accessible. Oui, du point de vue technique, on peut dire, à condition qu'on prenne des précautions en amont de la formation, c'est ce qui a été dit à l'instant, bien vérifier s'il n'y a pas de pare-feu, si le chat, par exemple, est disponible à l'apprenant, parce que des fois on a des surprises. Mais ce qui est plus difficilement mesurable, si je puis dire, c'est la disponibilité mentale de l'apprenant. C'est-à-dire que nous, on a découvert qu'il y a des contextes où l'environnement n'est pas favorable à son apprentissage, parce qu'il y a des collègues qui débarquent dans son bureau, parce qu'il y a des clients qui se présentent, et ils ne comprennent pas que l'apprenant étant là présent, il ne puisse pas être à leur disposition comme d'habitude. Donc il y a des précautions à prendre, par exemple mettre une affiche sur la porte du bureau en disant « je suis en formation », ou peut-être inviter les collègues à aller venir voir sur l'écran comment ça se présente pour leur donner envie et leur faire comprendre que c'est un vrai boulot et qu'il n'est pas question de les déranger. Alors, il y en a qui, à cause de cet environnement, on va dire hostile, n'ont pas trouvé d'autre solution que de bosser chez eux. Sauf que ça pose d'autres problèmes, parce qu'on n'est plus sous la coupelle du N+1, qui s'inquiète un peu et qui peut être aussi, d'une certaine manière, réticent à envoyer quelqu'un en formation à distance, etc. Alors, l'intérêt majeur de cette formation à distance est potentiellement de redonner toute sa valeur au présentiel. Oui, et notamment à travers justement l'alternance du à distance et du présentiel en salle. Par exemple, je pense à une formation où on démarre par du à distance. Alors déjà, on ouvre la formation avec une conférence téléphonique pour au moins se parler, avoir une présence humaine. On donne des missions aux apprenants, des choses à regarder, à tester, etc. Mais ils ont l'épée dans le dos, en ce sens qu'ils savent que dans un mois, on se retrouve en salle et qu'il faudra qu'ils présentent tel ou tel travaux terminés. Et ne serait-ce que, même s'il n'y a pas de sanction disciplinaire, bien sûr, mais ne serait-ce que pour être au même niveau que les collègues qui vont travailler, quelque part, ça pousse à être dans les temps pour délivrer le travail en face du formateur. Et après, il y a un temps de présence avec le formateur, et toujours pour cette même formation, ils ont un travail personnalisé qui va être coaché, suivi, tutoré par le formateur qu'ils ont vu en salle. Et on a de très bons résultats là-dessus. Il y a eu des franchissements de compétences particulièrement significatives à travers cette alternance, ce suivi, ce tutorat, etc., qui n'aurait peut-être pas été vu de la même façon en format traditionnel. Voilà, alors,
intérêt majeur, c'est redonner sa valeur au présentiel, donc confrontation individuelle et collective. Les frontières de la formation s'élargissent. Donc, j'ai parlé du tutorat, du coaching, mais aussi échange de pratiques et co-développement. Il y a en effet une dimension supplémentaire à donner par un échange de pratiques, des dépôts de dossiers sur la plateforme. On peut permettre à un apprenant de faire profiter les autres apprenants de ce qu'il a pu faire, de ses travaux. Hein, et il y a aussi l'avis de l'expert, mais qui est au même niveau, si je puis dire, que les autres apprenants. Donc il n'est plus en format descendant d'une connaissance qu'il doit délivrer. Alors, il y a une question bloquante pour la formation à distance, c'est la conception et la maintenance, en tout cas pour nous, parce qu'on n'a pas énormément de moyens, évidemment. Donc, quelque part, on peut être poussé à chercher la massification, c'est-à-dire n'ouvrir des formations à distance que dès lors qu'on a beaucoup de personnes. Oui, dès lors qu'on a un investissement important au départ, c'est ce à quoi on pourrait être amené à faire. Je dirais qu'en dehors des certificats, jusqu'ici, dans, par exemple, les 34 formations qu'on a pu faire depuis 2004, c'est des petits nombres. Hein. C'est 15, 20, 30 personnes, quelquefois 80 personnes dans le maximum d'effectifs. Mais je crois que la parade pour éviter d'avoir un modèle économique trop important qu'on ne pourrait pas absorber, ça peut être justement de mutualiser. Mutualiser, voilà, ce que tout à chacun en termes de communauté peut faire. Et bien là, on divise le coût par 5 ou par 10. Alors, on se posait aussi des questions. Est-ce que la formation à distance permet de travailler en profondeur sur les compétences posturales? Je m'explique. Ce qu'on a travaillé surtout, c'est plutôt ce qui est technique. On se pose des questions. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose en termes de management? Faut-il chercher à tout faire avec la formation à distance ou recentrer ses ressources sur l'acquisition de connaissances? La conception impose la mutualisation, j'en ai déjà parlé, mais dans quel cadre économique? La formation à distance ne supprime pas le suivi des apprenants, hein, mais quelle modalité efficiente pour ce suivi? Et puis, quel partage comment concilier l'approche académique au sens scolaire du terme, d'une formation initiale vers des étudiants, et nous qui avons besoin de retour de pratique, de terrain, de partage de situations professionnelles des acteurs en formation. Hein. À quelles conditions ces supports de formation à distance peuvent être partagés entre les acteurs de la formation initiale et la formation continue où nous on se trouve. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, vous voyez les questions qui seront aussi posées pour nous, compte tenu que nous avons besoin de diversifier les publics, et en particulier vers la formation professionnelle. Et donc, je laisse la parole immédiatement à Nicolas. Bon, bonjour, moi c'est Nicolas-Antoine Mousseau, comme ça a été dit, donc je viens de l'Université de Liège, en Belgique. Alors désolé, je vois qu'il n'y a pas de service de traduction en simultané, donc j'espère que vous allez me comprendre quand même. Je vais peut-être essayer de parler lentement. Donc, il y a pas mal de choses qui ont déjà été discutées. Bon, plutôt que de la redondance, on va essayer d'y voir plutôt une certaine résonance, on va dire. Alors, donc, d'où est-ce que je vous parle? Donc, je me suis déjà présenté. Je viens de l'Université de Liège, je viens plus précisément de la faculté de médecine vétérinaire. Je travaille plus précisément dans le domaine de la coopération au développement, au sein de ce qu'on appelle l'Institut vétérinaire tropical, et qui fédère justement et qui coordonne toutes ces activités tropicales en santé animale, production animale dans l'Université de Liège. Alors, quel est mon rôle dans le projet? Bon, je suis contributeur au développement de contenu dans une thématique précise qui est celle de l'épidémiologie en santé animale, dans une sous-partie précise qui est celle de l'économie de la santé animale, et je suis censé justement apporter un peu cette valence internationale sur les pays en développement et émergents. Donc c'est extrêmement précis comme rôle. Or, ce qui m'a été demandé, comme vous l'avez vu, c'est de parler un peu des enjeux du partenariat international dans le numérique. Autrement dit, je suis un peu embêté, je me sens un peu illégitime ici. Un peu doublement, puisque finalement, le rôle de l'Université de Liège n'est pas encore celui-là. Je mets un petit encore qui ouvre peut-être une fenêtre.
Mais également, dans l'Université de Liège, il y a d'autres personnes qui seraient peut-être plus pertinentes pour venir vous parler. Alors, à l'Université de Liège, il y a énormément de formations. Il n'y a évidemment pas que la médecine vétérinaire, bon, qui est un peu intéressante en elle-même quand même, puisqu'on forme pas mal de vétérinaires français. Donc, on paye notre tribut à la gloire de la médecine vétérinaire française. Mais il y a d'autres facultés, voilà, telles que Jean Blou Agrobiotech, les sciences de l'environnement, HEC, qui toutes effectivement pourraient avoir des apports dans AgreenCamp. Alors il y a certaines expériences effectivement en formation à distance. Ici je me concentre de nouveau sur ma faculté que je connais tout de même le mieux. On a créé un MOOC sur le conseil génétique, alors plutôt en génétique animale. Il y a différents cours en ligne, effectivement, qui peuvent soit être entièrement en ligne, soit alterner cours en ligne et en présentiel. Il y a un cours qui est un peu intéressant, il est un peu emblématique, puisqu'on le partage entre 4 universités qui organisent la formation de base. On est les seuls à organiser la formation finale en médecine vétérinaire en Belgique francophone, mais il y a 4 universités qui se partagent la formation de base, et donc il y a certains cours qui sont partagés et qui permettent voilà, cette mutualisation dont on parlait tout à l'heure et de faire des économies. On a d'autres projets que je ne vais pas forcément détailler. Alors par contre, ce que je vais essayer de vous faire, c'est de vous donner un peu une image de ce que c'est Liège à l'international pour que vous puissiez voir un peu toutes les résonances et les intérêts potentiels qu'il y a pour nous dans Agrinium. Donc Liège s'intègre dans un projet régional, européen, qui est celui de l'Université de la Grande Région, voilà, dont vous voyez détailler les villes parties prenantes. Il y a également beaucoup de projets de formation dans les pays en développement et les pays émergents. Voilà, vous voyez de nouveau listé, par exemple, la Kinshasa Management School, qui est un projet, voilà, relève plutôt de HEC. Et par ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de thématiques qui, justement, ont trait à la sécurité alimentaire, à la santé animale, autrement dit, à tous les domaines de AgreenCamp, alors ici, surtout en Afrique. Maintenant, on est plus largement impliqué dans le renforcement institutionnel, renforcement de capacité, donc d'universités dans le monde. Alors à nouveau, vous voyez lister les différents pays où nous sommes implantés, donc Bénin, Niger, Burundi, Rwanda, République démocratique du Congo, Madagascar, Cambodge, Vietnam, Équateur, Pérou, Bolivie, Maroc, Burkina Faso, Haïti. Donc tout ça, effectivement, c'est une assise, on va dire, pour faire de la diffusion de nos enseignements. Nous avons également, en tant qu'université, donc concentré certaines de nos forces sur un lieu précis, qui est celui de Kinshasa. Voilà, vous connaissez les relations particulières entre la République démocratique du Congo et la Belgique. C'est notamment en lien étroit avec une école, qui est une école régionale post-universitaire en gestion et aménagement des forêts tropicales, qui est une école de l'UNESCO, qui est très proche de l'ULG par la constitution de son corps enseignant, de sa direction, et alors d'autres projets effectivement qui nous donnent une assise particulière dans le pays. Il y a également d'autres projets, donc voilà, ici c'est vraiment les stratégies actuelles de l'université que je vous décris ici. Donc nous nous lançons dans le développement de plateformes de formation continue internationales qui ciblent 3, on va dire, core business, 3 thématiques importantes pour nous. Donc la Banking Academy, la sécurité alimentaire et la santé. La santé à comprendre dans le concept One Health, c'est-à-dire de relation entre santé humaine, santé animale, environnement. Donc à nouveau ici, toutes des thématiques qui rentrent potentiellement en résonance avec AgreenCamp. Nous avons également, on a eu quelques interventions, quelques apports se concernant, notamment de la part de Orange. Mais nous démarrons un projet avec le NEPAD, donc le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui s'appelle Smart Rural School.
et qui est un projet qui est mené en partenariat avec SES Astra, c'est-à-dire la deuxième plus grosse entreprise mondiale active dans les satellites. Et donc il s'agit effectivement ici d'assurer un peu ce qui manque à différents endroits, c'est-à-dire l'infrastructure d'accès à l'Internet, avec certains pays clés voilà, qui sont à nouveau listés. Alors voilà pour l'ULG, pour que vous voyez un petit peu d'où je vous parle. Peut-être, je vais essayer d'être rapide parce que je comprends bien que les gens ont faim, que je passe en dernier. Bon, tout le monde a ses problèmes et d'ailleurs le monde en a beaucoup. L'université, elle a des départements, alors j'aime bien rappeler ça. C'est simplement pour dire qu'on a besoin d'interdisciplinarité et même plus encore, c'est-à-dire d'interculturalité également, puisqu'il s'agit d'avancer dans un contexte de mondialisation. Donc évidemment, ici, on parle, on va dire, de connexion, d'interconnexion pour assumer une certaine redondance. Et évidemment, la question qui se pose, c'est justement comment le numérique peut aider aussi à cette interdisciplinarité. On a beaucoup parlé de co-construction de contenu, d'interaction, de tout ce qui peut se passer dans le chef des apprenants. Il y a aussi énormément de choses qui peuvent se passer entre les enseignants qui justement collaborent à des formations en numérique. Et pour moi, c'est un enjeu très important du partenariat entre les institutions. C'est-à-dire qu'on crée des collaborations durables qui justement peuvent être valorisées plus tard également dans le domaine de la recherche. Voilà, voilà. Maintenant, l'université est bien sûr dans le monde et donc elle partage les problèmes du monde. On fait face à la mondialisation, à la concurrence, donc il faut absolument se positionner, il faut survivre. L'argent devient rare, pas forcément pour tout le monde. Et bon, on se pose un peu une question, on est tous un peu surchargés, on va dire, dans nos métiers d'enseignants-chercheurs. Mais comment démultiplier notre impact? Comment justement, on va dire, rentabiliser au maximum le temps qu'on attribue, qu'on alloue à l'enseignement et à la recherche en interaction. Alors ici, voici un petit triptyque entre le numérique, qui serait un peu la dimension technique, le réseau qui est la structure, et alors une valeur qu'on pourrait mettre au cœur quand même de ce qu'on fait, qui est celle du partage. On parle de mutualisation, on parle d'efficacité, on parle d'économie d'échelle. Bon, on peut également parler de partage. Alors, pourquoi est-ce que je mets ce mot un peu en évidence? C'est parce que le partage nécessite évidemment de la confiance. Et cette confiance, à nouveau, ça nécessite évidemment des accords clairs sur les contributions de chacun, sur ce qu'il en est fait, sur la visibilité accordée aux uns, aux autres, au modèle économique qu'on va mettre en évidence. Mais évidemment, de nouveau, on en revient à l'interaction entre les enseignants qui permet de bâtir peu à peu cette confiance. Les enjeux, je vous ai parlé d'Astra et de l'Internet par satellite. Évidemment, il est pour beaucoup dans les infrastructures quand on commence à s'intéresser à l'international. Bon, voilà, je ne vous fais pas de dessin, vous comprenez bien et ça a déjà été discuté aujourd'hui. Alors sur les supports également, ça a été évoqué. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas simplement Internet. On peut même mobiliser la formation à distance et le numérique sans réseau. C'est-à-dire que nous, typiquement, c'est ce qu'on fait dans la Banking Academy. Il y a des supports sur tablette, il y a des alternances entre présentiel et à distance via le support qui est distribué par le biais de la tablette. Les mobiles, voilà, on parlait de rayons téléphoniques. Ce sont toutes des choses qui peuvent être mobilisées, évidemment des applications sur mobile qui peuvent être mobilisées même sans accès au réseau. Ça a également été évoqué, dès qu'on s'ouvre à l'international, on fait face, même sans besoin de parler de MOOC, hein, on peut juste parler d'une formation très ciblée vers certains professionnels, étant supposé avoir une formation un peu équivalente, prenons des médecins vétérinaires à travers le monde. En fait, les réalités professionnelles sont tellement diverses, les formations de base également sont tellement diverses que de toute façon, on fait face à une diversité qui est
on ne va pas dire problématiques, mais qui nécessitent d'être prises en compte. Alors là, il y a un enjeu qu'on a également évoqué en le qualifiant un peu de promesse, c'est le parcours qui serait adaptable. Voilà, est-ce qu'on peut évaluer où en est l'étudiant, et évaluer certains prérequis pour le rediriger vers certains parcours préétablis, certains modes de navigation entre les différents grains de savoir, les différents grains d'apprentissage qui sont prévus dans le cours à distance. Un enjeu important dans l'international, c'est la désynchronisation, tout simplement. On parle pour beaucoup de gens qui vont peut-être suivre ça comme formation continue. Mais de toute façon, il y a aussi le problème du décalage horaire. Il faut en venir parfois à des conditions extrêmement pragmatiques. Et si on veut faire des animations en direct, bon, ben voilà, quelqu'un qui est inscrit en Amérique du Sud, ben, ça va être difficile de le faire participer en même temps que quelqu'un qui est en Asie. Donc il y a beaucoup à tirer de la désynchronisation et voir comment on peut mobiliser au maximum ce bénéfice du numérique qui ne nécessite pas l'interaction synchrone. Oui. Alors, besoin de relais locaux, justement. Donc, on a évoqué la diversité des besoins, la diversité des situations. On ne peut pas être entièrement à distance. On a parlé des bénéfices entre une alternance entre ce qui serait plus en présentiel et à distance. Donc, il y a absolument besoin de relais locaux. Évidemment, en tant qu'université, avec tous nos partenariats à travers le monde, c'est évidemment quelque chose qu'on valorise assez fort. Il y a aussi un intérêt qui est celui de l'interaction. Donc il ne s'agit pas simplement de délivrer un contenu. Donc je vous ai déjà parlé du fait qu'à mon sens, il y a beaucoup à gagner de l'interaction entre les enseignants. Évidemment, il y a beaucoup à gagner de l'interaction entre les enseignants à travers le monde. Mais quelle est la fenêtre ouverte dans l'organisation technique et dans l'organisation du cours pour avoir des apports des autres enseignants, voire des participants, et ça a d'ailleurs été évoqué à propos de l'impressionnisme russe, notamment. Voilà. Pour nous, en tant qu'université, il s'agit au final d'avoir une diplomation, d'avoir une reconnaissance possible de ce diplôme. Ça nous renvoie évidemment à la question du modèle économique qui était permanente à travers cette matinée. Également une autre question qui est le dernier point que je voulais lancer, c'est celui de la langue. Et finalement, voilà, on en a également déjà discuté. Il y a un vrai enjeu à tirer parti de cette force qu'est la francophonie et à soutenir la francophonie, ne pas abdiquer tout à coup en faisant tout nous-mêmes en anglais. Mais par contre, il y a en quelque sorte un double travail, c'est-à-dire qu'il faut quand même aller vers le reste du monde en faisant en espagnol, en faisant en anglais. Et à nouveau, il y a toutes des solutions techniques qui sont envisageables et qu'il faut penser au préalable dès le départ. Donc voilà un peu les différentes choses que je désirais partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Merci. J'avais prévu le quart d'heure de retard et donc on a une dizaine de minutes pour clore la matinée. Donc c'est un buffet, donc vous aurez le temps de manger, ne vous inquiétez pas. Donc une question. Oui, merci beaucoup. Mais en fait, ça me permet de réagir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et la question sur les aviculteurs, je crois. Nous, on travaille beaucoup sur les terrains du Sud au CIRAD et avec France Vétérinaire International et avec les producteurs. Et justement, c'est vrai qu'il y a des éleveurs, des agriculteurs qui sont hyper branchés, qui sont dans les outils numériques, mais c'est souvent les éleveurs dans les filières intégrées et modernes. Et quand on travaille avec plutôt les éleveurs familiaux, on a les gros problèmes d'apprentissage, ou en tout cas d'accès à la donnée. Et on développe autant sur les aspects surveillance que sur les aspects formation des nouveaux outils comme les tablettes, les mobiles. Et dans les pays du Sud, souvent, ils sont beaucoup plus connectés, ou en tout cas, la jeunesse et même on voit les éleveurs touaregs ou les transhumants qui sont sur leur téléphone portable, qui appellent pour savoir les prix sur les marchés et qui sont connectés. Alors, on fait en formation de la désynchronisation, c'est exactement ça. On n'est pas obligatoirement sur du e-learning, mais on est sur de la formation à distance, donc donner des supports et des produits qu'on peut travailler sans être connecté. Et puis du blending learning, c'est-à-dire à la fois du présentiel, de l'accompagnement local et des supports en auto-formation. Et c'est ça qui marche bien en fonction des publics cibles, en fait. Tout à fait. Et si je peux juste rebondir moi-même sur cette remarque.
pour justement avoir accès aux paysans du Sud qui parfois sont, on va dire, complètement inaccessibles à l'enseignement à distance directement. Il y a toujours évidemment moyen, et nous c'est un peu ce qu'on essaye de faire sur le Burkina Faso, moyen de créer des interfaces qui ne sont pas utilisées directement par les paysans, mais bien par les agents qui sont chargés de les encadrer, quoi, les vulgarisateurs et autres professionnels de développement du secteur. Oui, moi je vais peut-être poser une question également à Nicolas parce qu'en fait, par rapport à la question que j'avais posée, moi ce qui m'intéresse, c'est en quoi une université comme l'Université de Liège est intéressée pour partager par ton intermédiaire au projet AdreenCamp. Parce que c'est l'enjeu du partage des enseignements qui sont faits multi-institutionnels et du coup avec l'international. Est-ce qu'il y a des enjeux importants et puis aussi des questions de concurrence, complémentarité entre universités, entre pays? Comment vous voyez les choses? C'est ça, c'est la traduction simultanée. Je suis désolé, je n'ai pas été compris. Non, effectivement, donc c'est pour ça que je parle d'accord et du besoin de création de confiance. S'il y a une contribution, il y a évidemment une question du rôle de l'université. La contribution peut être en fait beaucoup plus large que celle de ma simple personne. Mais voilà, il faut que tout cela soit discuté. Alors quels sont les enjeux? Mais l'enjeu est celui du partage. C'est-à-dire que si les partenaires, enfin chaque partenaire bénéficie mutuellement des contenus les uns des autres. Simplement, à nouveau, il y a des questions d'usage des contenus, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et donc tout ça, ça nécessite des accords. Mais c'est très clairement autour du partage, de la confiance et des accords qui permettent cette confiance que cela se joue. Au niveau des contenus, de la visibilité, très certainement. Au niveau de la valorisation, c'est-à-dire que valorisation peut-être de certaines positions stratégiques qu'on peut avoir, nous, ça nous intéresse tout à fait pour le bien de nos partenaires à l'étranger, de pouvoir leur faire bénéficier d'autre chose que de nos simples contenus ou nos simples apports à nous. Et donc, effectivement, servir de porte vers une multiplicité d'acteurs à l'international. Oui, tout à fait. L'intérêt, il est potentiellement immense. Oui. Je m'appelle Paul Molin, je suis professeur à AgroSup Dijon. Et je suis là dans un petit coin, là. Voilà. J'ai eu la grande surprise de m'apercevoir que je comprenais à peu près assez bien votre langue, donc c'est pas mal. Alors, non, en fait, je voudrais avoir une réponse qui soit... Mais bon, je sais que vous êtes plus direct que nous dans votre pays. Donc, je pense avoir une réponse. Je voudrais savoir un peu comment fonctionne le modèle économique de tout ce que vous nous avez présenté là. Est-ce que c'est un gouffre à pognon qui ne vit, pognon, vous comprenez le mot, qui ne vit que par des subventions, ou bien est-ce qu'il y a réellement un modèle économique qui permet de faire tourner la boutique, ou bien quoi, voilà. Mais je pense que vous allez me répondre. Non, en fait, simplement, il y a un mélange des deux. Très clairement, il y a beaucoup de positions, de partenariats qui sont créés, mais qui relèvent de la pure coopération, de la solidarité internationale, autrement dit d'un certain gouffre à pognon, pour le voir comme ça, mais je préfère le voir sous l'angle de la solidarité. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toute une autre part qui vise... Bon, ça reste du public. Quand je vous parle du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, ça reste des fonds publics. C'est de la mobilisation de fonds publics. Maintenant, très clairement, il y a moyen en faisant payer les formations, d'en tirer un modèle économique, on va dire, plus basé sur la rentabilité et sur l'équilibre de ce qui sort et de ce qui rentre. Voilà, on n'est plus sur l'image du gouffre. Maintenant, assez clairement, il s'agit quand même de mobiliser des fonds publics nationaux et surtout internationaux.
Bien, je pense que là, maintenant, vous avez été tellement sage toute la matinée que c'est le moment de libérer vos énergies pour mettre en œuvre la digestion à venir. Et donc, je voulais vous remercier pour cette matinée. Remercier, alors je crois qu'on a eu une centaine de connexions extérieures, donc c'est pas beaucoup et c'est beaucoup, sachant qu'en plus les vidéos seront disponibles dans quelques jours. Donc je leur dis au revoir parce que cet après-midi, c'est pas en streaming.